Bismillah. Il gara sa voiture dans une ruelle étroite entre une Mercedes et une Ford Taunus GXL. La voix au téléphone avait précisé 35 rue Sébastien Blanchot. C'était un coin désert, situé dans la vieille ville, et il avait mis du temps avant de dénicher cette rue sur une carte. Il descendit de sa voiture et se dirigea vers l'artère principale. Il y avait très peu de circulation. D'après ses calculs, cette rue Sébastien Blanchot se trouvait à environ 100 mètres de là. Il s'était garé dans cette ruelle par commodité. Il marcha un peu et tomba très rapidement sur cette rue qu'il emprunta aussitôt. Il approchait de son but et il allait enfin récupérer ses affaires. Quel saut il faisait! À son âge, perdre son portefeuille avec tous les papiers dedans, carte d'identité, carte d'électeur, permis de conduire, carte de crédit, etc. Il y avait également une petite somme d'argent, mais il ne s'attendait pas à la retrouver. Qu'importe, l'essentiel était de mettre la main sur ses affaires, sans lesquelles il ne pouvait même pas circuler. Il avait passé une annonce dans plusieurs journaux en promettant une prime à quiconque pourrait l'aider à retrouver ses papiers. Ses proches lui avaient conseillé d'agir ainsi, son père avait beaucoup insisté. Bien sûr, il y a de grandes chances pour que cela n'aboutisse pas, mais on ne sait jamais. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Il devait bien l'avouer maintenant, il n'y croyait pas beaucoup à cette sorte de miracle qui consistait à retrouver ce portefeuille égaré, il ne savait même pas où. Et ce miracle avait eu lieu. Un monsieur apparemment très convenable, Robert, attachait une grande importance à la voix des gens, et cet homme avait une voix douce et ferme en même temps. Il avait téléphoné à son domicile, curieux, et n'avait mentionné sur l'annonce que le numéro de téléphone de son bureau. Monsieur Robert Prigent. Vous êtes bien monsieur Robert Prigent? Oui, c'est moi. Son interlocuteur avait alors eu une hésitation. Vous êtes bien ce monsieur Prigent qui travaille à la société Sonecma, Sonecma, en tant qu'agent technique et qui a perdu ses papiers? Robert avait senti inexplicablement un frisson courir dans son dos. Oui, je suis bien cet homme, mais dites-moi comment savez-vous que je travaille à la Sonecma en tant qu'agent technique? L'homme n'avait pas répondu. Robert avait décelé dans sa respiration plus rapide un peu de gêne. Venez chercher vos papiers chez moi, au 35 de la rue Sébastien Blanchot. Je dis bien au 35 de la rue Sébastien Blanchot. Venez tout de suite, et seul, j'insiste, tout de suite et seul, sinon j'ai retrouvé vos papiers. Robert consulta le numéro sur les portes. Il approchait de ce fameux 35. Il ne savait pas pourquoi, mais il éprouvait un curieux malaise en se remémorant tout ce qui venait de se passer. Et si quelqu'un avait voulu lui faire une farce? Et si on l'attendait au détour d'un certain chemin pour l'agresser? Mais pourquoi ferait-on cela? Il n'avait pas l'ombre d'un ennemi. Il vivait une vie paisible avec sa femme et son jeune fils. Philippe, âgé de 8 ans, non, il se faisait de fausses idées. Tout était parfaitement normal. 35. Il s'arrêta surpris. Le 35 de la rue Sébastien Blanchot était un très vieil immeuble tout délabré. On se demandait vraiment comment il pouvait tenir encore debout. Il haussa les épaules. Quelle importance pour lui que ce monsieur habitât ce lieu, pourvu qu'il fût réellement en possession de ses papiers. D'ailleurs, cet endroit peu gai expliquait peut-être ses hésitations, sa gêne. Il n'est jamais très agréable d'avouer même à un étranger que l'on est locataire d'un appartement situé dans un immeuble aussi laid. Il pénétra dans le hall et fit la grimace. Il y régnait une odeur exécrable. Les murs étaient très humides. Au fond d'un long couloir partait un escalier à la rampe hésitante. Il aperçut avec stupéfaction 2 gros rats qui vaquaient à leurs occupations sans plus se préoccuper de lui. Il fut alors à 2 doigts de faire marche arrière et de s'enfuir, mais il se força à rester. De toute façon, il ne venait pas ici pour y séjourner, mais pour reprendre ses affaires. Il fit un pas vers l'escalier, puis il se ravisa. Qu'il était sot. Il ne savait pas à quel étage habitait ce monsieur qui lui avait téléphoné. Et il se rendit alors compte qu'il ne savait pas non plus comment il s'appelait. Il baignait sinon dans un mystère opaque, du moins dans une sorte d'indifférence qu'il ne parvenait pas à comprendre. L'homme au téléphone avait manqué d'à propos ou alors il s'était tout simplement moqué de lui. Il se retourna tentant de rassembler ses esprits. Ce fut à ce moment-là qu'il remarqua sur une porte aussi décrépite que l'immeuble la mention concierge. Il s'avança vers la porte et s'apprêta à frapper, puis il se ravisa. Quelle question allait-il poser?
Pardon, madame, je voudrais savoir où habite monsieur. Là s'arrêterait son propos, son nom. Pas moyen de résoudre son problème. Il ne lui restait plus qu'à questionner les occupants de cet immeuble, appartement par appartement, un rue de travail. Et cette odeur qui l'écœurait de plus en plus. La porte de la loge s'ouvrit alors et une vieille dame, toute courbée par le poids des ans, apparut sur le seuil. C'est le troisième étage, porte droite. Le troisième, bégaya-t-il, je vous ai pas dit que. Allez, allez, l'interrompit-elle. Le troisième, et faites vite, sinon. Il s'exécuta de plus en plus surpris. Il y avait dans la voix de cette personne la même menace à peine voilée que dans les propos du monsieur au téléphone. Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Cette affaire tournait à la farce et il n'avait, lui, aucun désir de s'amuser. Il décida néanmoins de gravir les trois étages et de frapper à la porte de cet appartement où il trouverait peut-être l'explication. Les marches gémissaient sous le poids de son corps et plus il montait, plus l'odeur devenait forte, insupportable. Il parvint enfin sur un palier recouvert d'une poussière très épaisse. Porte droite. Il frappa, aucune réponse. Il refrappa. Il avait hâte que toute cette histoire fût terminée car il en avait assez de ce lieu, de cette odeur, de ces gens anonymes et pour l'instant invisibles qu'il devinait dans son dos. On le surveillait, mais qui est et comment? Il attendit 2 minutes, peut-être 3, et les occupants de cet appartement ne donnaient aucun signe de vie. Bizarre. Il eut un instant envie de pousser la porte et de crier « Oh là, il y a quelqu'un !» Mais il n'osa pas. Ce n'étaient pas des pratiques auxquelles on l'avait habitué à 35 ans. Il était à l'âge de raisonner, de ne pas se laisser impressionner par de fausses images et par des données erronées. Il allait repartir quand soudain la porte s'ouvrit, toute seule, mais personne n'apparaissait sur le seuil. Il sentit inexplicablement un frisson courir dans son dos. Il avait peur et il lui aurait été impossible de dire pourquoi. Un pressentiment peut-être, le sentiment d'avoir fait quelques pas dans un autre monde. Il se décida après un long moment d'hésitation à avancer dans cet appartement puisqu'on l'invitait de cette manière très particulière. Il fit quelques pas dans un hall et puis brusquement il se trouva nez à nez avec un mur. On avait muré l'entrée qui permettait l'accès aux autres parties de ce logement. Et sur le mur, il y avait une feuille de papier sur laquelle il put lire « Monsieur Prigent, numéro 1800-001, fin de chapitre ». De la sueur se mit à couler dans son dos. C'était certainement une plaisanterie. Qu'est-ce que tout cela pouvait être d'autre? Mais il n'avait aucune envie d'en rire. Au contraire, il commençait à paniquer. Il se retourna, prêt à fuir de toute la vitesse de ses jambes de ce lieu qui sentit une odeur de mort. La porte, à ce moment-là, se ferma et il eut beau tirer sur la poignée jusqu'à se démettre l'épaule, il ne réussit pas à l'ouvrir. Une lumière alors s'alluma et il entendit un immense éclat de rire qui lui pénétra les entrailles. Puis le papier contre le mur se mit à brûler. La porte s'ouvrit alors et il s'enfuit, le cœur plein de détresse, d'appréhension. Ce qu'il venait de vivre ressemblait à un de ces rires de mort dont il avait entendu parler, mais qui allait mourir. Il parvint ainsi jusqu'au rez-de-chaussée et se dirigea vers la loge de la concierge. Il avait besoin de lui parler. Ce fut à ce moment-là qu'il constata qu'il n'y avait plus de loge et donc plus de concierge. Il n'y avait même plus de porte, rien du tout. Sa raison chavirait et il se demanda un instant s'il n'était pas devenu fou. Il sortit et se mit à marcher en direction de l'avenue principale. Il désirait au plus vite quitter ce quartier, revenir parmi les siens, oublier ce cauchemar, tant pis pour ses papiers. Il marcha un moment, puis il se dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il s'arrêta, mais oui, c'était vrai. Cette constatation aurait dû le frapper bien plus tôt. La rue était complètement déserte. Il n'y avait ni hommes, ni femmes, ni enfants, ni voitures, ni bus. Aucun commerçant n'avait ouvert sa boutique. Comment ce phénomène pouvait-il s'être produit en si peu de temps? Il se mit alors à courir en direction de l'artère, l'atteignit, tourna à gauche, fonça vers la ruelle où sa voiture était garée. Il parvint, essoufflé, mais enfin confiant. Ce fut à ce moment-là que tout son esprit parut chavirer. Sa voiture avait disparu. Il était certain de l'avoir garée entre 2 autres voitures, une Mercedes et une Ford Taunus GXL. On la lui avait volée, mais on avait volé aussi les autres véhicules, car la ruelle était déserte. On avait dû tout voler.
car il se souvenait avoir vu des poubelles qu'il ne voyait plus maintenant. Il était seul au milieu de cette rue, seul avec son désarroi, seul avec cette peur extraordinaire qui commençait à paralyser jusqu'à son cerveau. Il n'arrivait plus à réfléchir, tous ces phénomènes étaient trop compliqués. Il devait rêver, oui c'est ça, il était en train de dormir et il allait se réveiller. Il lui suffisait de se pincer. Et il se pinça très fort jusqu'à se faire hurler. Il avait très mal, mais il ne se réveillait pas. Ce n'était donc pas un rêve, il était éveillé, ce qu'il vivait, il le vivait réellement. Il se mit alors à réfléchir. On cherchait à le rendre fou, mais on n'y parviendrait pas. Robert Prigent était un homme sensé que la folie ne pouvait atteindre. Ce qu'il lui fallait, c'était quitter ce trou perdu, cette ambiance qui puait la mort, c'était retrouver la vie. La civilisation, sa ville qui vivait de sa vie de tous les jours, sa famille, sa femme et son enfant. Oh oui, il avait envie de retrouver tous ces êtres chers et de les embrasser, probablement qu'après il rirait de cette aventure. Mais comment quitter ce lieu? En voiture, il avait réussi à se repérer, mais à pied, quelle direction prendre? Il savait bien qu'il lui fallait remonter cette grande rue, et il se demanda alors si ces points de repère n'avaient pas eu aussi disparu. La boulangerie, où était la boulangerie? Il se souvenait parfaitement avoir tourné à cet endroit. La boulangerie était ouverte et une dame se trouvait sur le seuil. Mais oui, comment pourrait-il l'avoir oublié puisque c'était à cette dame qu'il avait demandé son chemin? Il courut et parvint devant ce qui aurait dû être une boulangerie. Mais manifestement, à cet endroit, il n'y avait rien d'autre que le mur. À ce moment, il entendit un bruit significatif de voiture et son cœur bondit dans sa poitrine. Enfin, son cauchemar approchait de sa fin. Tout ce monde muet allait brusquement s'animer et il allait retrouver les choses telles qu'il les avait vues quand il était arrivé. Il était même convaincu qu'il allait retrouver sa voiture exactement à l'endroit où il l'avait garée. Tout ça, ce n'était rien d'autre qu'un de ces phénomènes d'optique dont il avait si souvent entendu parler. Maintenant, lui, l'incrédule, cesserait de nier ces choses. Il se proposait même d'aller plus loin et une fois revenu chez lui, de commencer à étudier toutes ces bizarreries. Au moins, son aventure, peu banale, aurait-elle servi à quelque chose? Il sourit. Sa femme allait être ravie de le voir dans cet état d'esprit, elle qui lisait beaucoup de revues de spiritisme. Le bruit de la voiture se fit plus net et Robert vit apparaître une fourgonnette qui s'arrêta tout près de lui. Montez, ordonna un homme en se penchant à la portière. Robert obéit. En souriant, on allait le mettre au courant du pourquoi de ce qu'il avait vécu. Il allait retrouver ses papiers, sa voiture et aussi ses esprits. Le conducteur démarra et prit aussitôt la direction qui conduisait hors de la ville. Où va-t-on? Demanda Robert. L'autre ne répondit pas. Allez, vous pouvez me le dire, reprit Robert en éclatant de rire. Mais son rire était un peu forcé car il recommençait à être inquiet. Les avenues qu'il traversait étaient aussi désertes que le reste. Son compagnon ne répondit toujours pas. Robert sentit petit à petit le sang lui monter au visage. Il en avait assez de cette comédie. Bon, ça suffit, cria-t-il. Arrêtez, je veux descendre. Vos conneries ne m'intéressent pas. Vous trouverez un autre zigoto. Mais l'homme ne broncha pas, il paraissait complètement absent. Mais vous vous arrêtez, bon sang, hurla Robert, au comble de la colère. Devant le silence du conducteur, Robert ne put endiguer cette rage qui comprimait sa poitrine. Il se souvint qu'il avait fait du judo. L'heure était venue de montrer ce qu'il savait faire. Bon, puisque vous ne voulez pas vous arrêter de gré, vous vous arrêterez de force. Il donna un violent coup de poing à l'homme, mais son poing ne rencontra que le vide. Robert cogna une seconde fois, mais il obtint le même résultat. Il devait se rendre à cette terrible évidence. Cet homme qui conduisait ce véhicule n'existait pas, c'était une ombre, une chose sans consistance, une apparence d'humain. Maintenant, il était certain que sa raison chavirait. Tout ce qu'il vivait ne correspondait à rien du tout. Il n'arrivait pas à trouver la moindre explication rationnelle. Alors il commença à se demander si, par un phénomène extraordinaire, il ne venait pas, lui, Robert Prigent, de franchir une de ces barrières qu'on dit imperméables, entre l'hier et l'aujourd'hui, entre la vie et la mort. La fourgonnette s'arrêta et Robert en descendit. Puis le véhicule redémarra et disparut dans un nuage de poussière. Il se retrouva seul, en plein désert, pas une habitation à 10 kilomètres à la ronde, pas un bruit, pas le moindre gazouillement d'oiseaux. Le véritable désert, celui de sa conscience, de sa vie et de sa mort, celui de la raison.
Il se mit à marcher sans très bien savoir où il voulait aller. Il se rendait compte qu'il était inutile de lutter contre une force qui lui était supérieure. Il devait faire ce qu'on lui demandait de faire et peut-être au bout du chemin trouverait-il l'explication de tous ces mystères. Il marcha durant toute la journée. L'heure qu'indiquait sa montre ne correspondait manifestement à rien du tout. Il marcha sans apercevoir le moindre signe de vie et surtout sans trouver une goutte d'eau. Et la soif commença à l'agacer, puis à le faire souffrir. Il avait faim, mais sa faim le préoccupait beaucoup moins. Et ce fut quand son désespoir devint immense qu'il aperçut une habitation que durant un instant il prit pour un mirage, tellement cette fermette faisait anachronique dans ce paysage de fin du monde. Mais au fur et à mesure qu'il s'en approchait, le sentiment de sa sécurité et même de sa survie reprenait le dessus. Oui, il arrivait au but. Il remarqua un mince serpentin de fumée qui sortait de la cheminée et se perdait dans cet espace silencieux. S'il y avait fumée, cela voulait dire qu'il y avait vie, homme ou femme, et que donc il était sauvé. Il courut de toute la vitesse de ses jambes vers cette fermette et ne put s'empêcher, quand il fut juste devant elle, d'embrasser les pierres, peut-être pour les remercier de n'être point un mirage. Puis il frappa contre la porte, mais personne ne lui ouvrit. Il frappa une nouvelle fois et le silence seul lui répondit. « Oh là, il y a quelqu'un !» Je suis un voyageur perdu dans ce désert. Je ne suis animé d'aucune mauvaise intention. Je voudrais seulement un peu de pain et d'eau. Il cogna contre la porte plusieurs fois, mais il dut se rendre à l'évidence. On ne voulait pas lui ouvrir. Il ne lui restait qu'une chose à faire, pas très élégante, mais avait-il le choix? Il mourait de soif et de faim, et il ne pouvait rester dehors ainsi, alors qu'à l'intérieur, il y avait certainement de quoi le satisfaire. Il ouvrit la porte. Il pensait qu'elle allait lui résister, qu'on l'avait bouclée de l'intérieur, mais non. Il pénétra dans cette habitation, un peu inquiet. Il aurait finalement préféré être obligé de forcer cette porte. Il fit quelques pas dans une pièce immense, propre, preuve que quelqu'un l'avait nettoyée depuis peu, et remarqua dans la cheminée une pièce de bœuf qui achevait de cuire dans un imposant chaudron. Était-ce du bœuf? À ce moment-là, cela lui importait peu. Il avait tellement faim qu'il était prêt à dévorer n'importe quoi. Sur la table, il aperçut un broc rempli d'eau et se précipita dessus. Il le vida presque. Une fois sa soif rassasiée, il se mit à réfléchir. Ne se trouvait-il pas pris dans un piège terrible, encore plus effrayant que les autres? Et si cette fermette devait représenter son dernier lieu d'exil? Si cette porte se verrouillait, subitement, l'empêchant de partir, une sorte de prison dans laquelle il mourrait de faim et de soif? Et tous ces aliments ne serviraient finalement qu'à prolonger un supplice avec une fin inscrite quelque part sur un registre des morts, mis à jour par il ne savait quel mystérieux croque-mort. Il se précipita vers la porte et l'ouvrit. Elle n'était pas bloquée. Afin d'éviter toute mauvaise surprise, Robert décida de la maintenir toujours ouverte. Il plaça devant elle une chaise et retourna vers l'âtre dans lequel la viande cuisait. Il mangea sans plus se soucier d'autre chose. Tous ces événements devraient bien trouver une explication et lui la découvrirait, dut-il pour cela chercher jour et nuit durant le reste de sa vie. Une fois bien repu, il se coucha sur une paillasse et s'endormit. Il se réveilla dans le courant de la nuit, se demanda un instant où il se trouvait, se souvint de tout ce qu'il venait de vivre. Mais qu'est-ce qu'il avait ainsi réveillé? Il reconnut alors avec effroi cette odeur si caractéristique qu'il avait sentie dans cet immeuble délabré. Cette odeur qui avait constitué le point de départ de son interminable cauchemar, et cette odeur allait en s'accentuant, elle devenait maintenant insupportable. Il se leva, il avait froid, le feu dans la cheminée s'était éteint, il se dirigea vers la table pour y prendre le broc d'eau. Ce fut à ce moment-là que son attention fut attirée par un journal étalé au milieu de la table. Curieux, quand il était entré dans cette fermette, ce journal ne s'y trouvait pas. Il s'en approcha, examina la date et un lent frisson courut dans son dos. Il était daté du 24 octobre 1980. Pour lui, on n'était que le 18 octobre 1980. Ce journal était daté de près d'une semaine après son départ de chez lui, mais ce n'était pas possible. Il n'avait pas marché durant tout ce temps-là. Le soleil ne s'était couché qu'une seule fois. Ce fut avec une appréhension considérable qu'il se mit à feuilleter ce journal, et n'eut pas d'ailleurs à chercher loin pour trouver l'article qui devait l'intéresser. Et cet article, effectivement, l'intéressait au plus haut point.
Il annonçait la mort dans un incendie dont tout porte à croire qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle de Robert Prigent, l'agent technique de la compagnie Sonecma. Avec lui avaient péri tous les membres de sa famille. Robert crut alors qu'il devenait fou pour de bon. Sa femme, son enfant, non, ce n'était pas possible. Il devait y avoir une erreur. Ce fut en courant qu'il s'enfuit de cette fermette dans laquelle il avait découvert sa mort et celle de tous ces êtres qui lui étaient chers. Il était au plus profond de lui-même, convaincu qu'il vivait un moment sans heure, sans minute, un de ces moments laissés à l'abandon qui vont dans l'espace à la recherche d'une station, et ce moment s'était arrêté sur lui. Il n'allait pas tarder à retrouver les siens. Tout ce qu'il vivait devait se dissoudre, comme ça, avec la même brutalité que celle mise à apparaître. Il se mit à marcher très vite dans cette nuit noire, et il remarqua que la lune n'avait pas fait son apparition, pas plus d'ailleurs que les étoiles. Ce moment fou ne lui avait-il pas fait traverser avec le temps l'espace? Ne se trouvait-il pas en ce moment sur une autre planète? Il marcha longtemps, ne s'accordant que de brefs instants de repos, ne buvant pas, ne mangeant pas. La fatigue n'avait plus de prise sur lui. Il y avait dans son cœur trop d'inquiétude, dans sa vie trop de points d'interrogation. Il lui semblait qu'en marchant ainsi, il allait arriver au bout de sa course. Et au petit matin, quand le soleil se leva, il aperçut à quelques kilomètres de lui une ville, des maisons, des buildings. Était-ce un mirage, une ville morte ou vivante? Il poursuivit sa marche et ce fut avec un extrême soulagement qu'il pénétra dans une ville qui ressemblait à la sienne. Et il ne mit pas beaucoup de temps à se rendre compte que sa route était terminée et qu'il était arrivé à bon port. Il reconnaissait chaque quartier, chaque avenue qui grouillait de monde. Le rêve s'était dissous. Il alla un taxi et lui donna son adresse. Quand il parvint devant chez lui, il eut un haut-le-cœur épouvantable, car sa maison était totalement en ruine. Elle avait complètement brûlé, et il se souvint alors de l'article lu dans le journal. Ce fut le cœur en feu et la vue brouillée qu'il s'avança vers cette demeure qui avait été la sienne. Il rencontra une dame qu'il avait connue, mais qui manifestement ne le reconnut pas. Il ne se demanda pas pourquoi. La seule chose qui trottait dans sa tête était de savoir ce qui était arrivé. Il lui posa la question. Mon pauvre monsieur, répondit la dame, si vous aviez vu ça, un vrai supplice, le feu a pris dans plusieurs endroits à la fois. Ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ils sont morts en quelques minutes. Mais monsieur Prigent, son corps, balbutia Robert, au comble du désarroi. Lui, on a réussi à le sortir, pas tout à fait mort. Il parlait de choses qui ont intéressé les policiers. Il est décédé pendant qu'on le transportait à l'hôpital. Ça a fait un choc dans le quartier, et puis il y a eu des morts indirectes. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, les parents de M. Prigent sont morts eux aussi. Crise cardiaque pour le père et la mère s'est suicidée. Elle n'a pas supporté le coup. La police est à la recherche du coupable. On le connaît. Oui, M. Prigent a donné son nom avant de mourir. Emmanuel Lostier, qu'il s'appelle. Ah, celui-là, quand on le trouvera, il regrettera d'être né. Robert quitta cette dame, complètement abasourdi par ce qu'il venait d'apprendre. Il n'avait même plus l'impression de vivre. Son corps poursuivait sa route, mais son cœur s'était arrêté de battre. Il décida de louer une chambre d'hôtel et de dormir car il avait besoin plus que tout de dormir. Votre nom? Demanda la patronne de l'hôtel. Le premier aperçut sur son chemin. Je m'appelle. Il se ravisa, il ne pouvait pas dire Robert Prigent, on lui poserait trop de questions, et il ne voulait pas pour l'heure répondre à aucune question. Il avait encore trop mal au plus profond de lui-même, et puis il ne savait plus où il en était. Il allait donner n'importe quel nom, quand soudain, il sentit un poids dans sa poche intérieure. Il en sortit des papiers qu'il reconnut aussitôt. C'étaient ces papiers perdus quelques jours auparavant, plus rien ne pouvait désormais le surprendre. Il tendit la carte d'identité à la patronne. « Vous vous appelez donc ?» La patronne devint toute pâle, et Robert se demanda ce qui lui arrivait. « Vous vous appelez donc Emmanuel Lostier ?» Gémit la dame. « C'est donc vous ?» Quand la police vint le chercher, Robert ressentit un immense soulagement, car maintenant, il n'y avait plus qu'une chose qu'il souhaitait, mourir.